Avant de parler de la manipulation de requêtes dans Symfony, nous allons parler d'un atout majeur dans Symfony qui nous sera très utile. C'est l'injection automatique de paramètres dans Symfony. Cela signifie que Symfony a la capacité de fournir automatiquement des objets à vos classes sans pour autant les instancier manuellement, tout se fait automatiquement. Ce mécanisme est appelé injection de dépendance. Et dans Symfony, on appelle ça également l'auto-wiring. Qu'est-ce que cela signifie et comment l'utiliser concrètement dans Symfony? Eh bien, c'est très simple. Dans notre exemple, on va utiliser la classe request. Donc pour cela, on va utiliser son namespace et utiliser également le mot-clé use. Ensuite, on injecte directement dans notre méthode de notre classe. Ici, la méthode s'appelle index et on l'injecte via les paramètres. Donc on va mettre request et ensuite on va mettre un paramètre qui pourra être utilisé directement dans notre méthode. Et ici, on va l'appeler request aussi, comme une variable. Ainsi, automatiquement, Symfony va instancier la classe et il nous sera possible d'utiliser cet objet directement dans notre projet via cette méthode. C'est une fonctionnalité très importante dans Symfony qu'on utilise souvent et notamment lorsqu'on fait des manipulations de requêtes. C'est pour cela que j'ai voulu vous expliquer le fonctionnement de l'injection de dépendance dans Symfony pour que vous puissiez bien comprendre et bien l'utiliser tout au long de ce cours. Nous allons maintenant passer à la manipulation des requêtes. En effet, lorsqu'un utilisateur utilise notre application, nous avons bien souvent besoin de récupérer des informations qu'il envoie via l'URL ou via un formulaire ou via une requête HTTP, méthode POST par exemple. Et heureusement, Symfony nous permet de récupérer ces informations très facilement grâce à la classe request que nous allons donc utiliser. Je suis devant mon éditeur de code et tout au long de ce cours, nous avons déjà vu des choses en rapport avec l'URL dans Symfony. Nous avons vu qu'il est possible de créer des paramètres dynamiques dans une route. En effet, si je retourne dans mon dossier SRC, dans les contrôleurs, ici, ce contrôleur-là, vous vous rappelez, on a créé différentes méthodes qui sont liées avec un chemin ou une route. Voilà. On va ici, on voit bien le chemin article et ici, ID est un paramètre dynamique. Et on peut récupérer ce paramètre grâce à ce que nous mettons ici dans la méthode, qui est un paramètre dynamique. Et après, dans notre bloc de code, on pourra l'utiliser. Et ici, on l'utilise tout simplement pour afficher l'ID. Très bien, nous allons relancer le serveur pour vérifier. Donc je l'ai coupé. Pour le lancer, il suffit de faire serve. Il suffit de faire Symfony serve. Vous en rappelez très certainement. Voilà, je vais agrandir le terminal et on va pouvoir ouvrir un navigateur et utiliser cette adresse. On va donc utiliser localhost avec le port 8000. Et ensuite, on a dit que c'était article plus ID. Donc, article, et ensuite, sans S et ID, on va mettre 56 par exemple. Et vous voyez, ça fonctionne bien. Ça correspond à ce que nous avons mis ici dans le contrôleur. Affichage de l'article avec l'ID. Et ensuite, on met le numéro de l'ID qui est 56, qui correspond à ce que nous avons mis ici. 56. Donc les choses fonctionnent bien. Maintenant, ce que nous allons apprendre, c'est les contraintes. Il est possible de contraindre l'utilisateur à mettre une valeur qui est autorisée et empêcher des valeurs non autorisées à être insérées. Tout se passe dans la route et nous allons ajouter une information, requirements, et ensuite on indique, grâce à une expression régulière, que ID doit être un nombre positif. Maintenant, si je retourne dans mon navigateur, je réactualise et ça fonctionne bien. Si je mets autre chose qu'un nombre positif, par exemple un prénom, Lucas, cela ne fonctionne pas. Et c'est vraiment la contrainte qui permet cette erreur.
Si j'efface requirements, je sauvegarde, je retourne dans mon navigateur et je réactualise. Maintenant, ça fonctionne. Et si je remets requirements, je sauvegarde, je réactualise, ça ne fonctionne pas. Mais si je mets un nombre positif, un autre, 80 par exemple, cela va fonctionner. Cette fonctionnalité est très intéressante car elle nous permet de contraindre notre utilisateur à utiliser une valeur que nous avions prévue et évite que notre utilisateur fasse n'importe quoi avec notre application. Dans le site nicelydev.com, il est possible d'avoir une liste de contraintes les plus utilisées sous forme d'expressions régulières, par exemple l'utilisation d'un ou plusieurs chiffres entiers positifs, comme nous l'avons vu, exactement 4 chiffres, lettres uniquement, majuscules ou minuscules, etc. Et vous pouvez bien entendu adapter selon votre objectif. Maintenant, nous allons réellement utiliser l'objet request pour récupérer des informations que l'utilisateur nous envoie via la méthode post, via un formulaire. Nous allons créer une nouvelle route pour cet exercice. /bonjour. Et comme vous le constatez, on va utiliser une nouvelle information pour notre route, l'information methods, qui permet d'indiquer à notre application que cette route ne peut être utilisée que via la méthode post. Je vais sauvegarder, et si je vais ici et que je tape bonjour, correspond donc à la nouvelle route, il y a une erreur, on me dit ici que la méthode n'est pas bonne, puisque quand on tape directement l'URL dans notre navigateur, on utilise une méthode get et non une méthode post que l'on utilise généralement via un formulaire. Donc là, on me dit que c'est pas bon. Donc c'est intéressant, cette information, car ça permet de protéger nos différentes routes. J'ai quelques erreurs qui sont tout à fait normales. Par exemple, on me dit ici que request n'est pas défini, c'est tout à fait normal, car en haut, je n'ai pas le use correspondant. Pour gagner du temps, je vais utiliser cette fonctionnalité que l'on retrouve dans mon éditeur de code, où j'importe la classe directement, et c'est celle-ci, c'est celle qui correspond à HTTP Fondation et Request. Ok, je sauvegarde, et vous voyez, l'erreur a disparu. Elle a disparu parce qu'on retrouve notre use ici. Et donc, grâce à l'injection de dépendance que vous comprenez maintenant, puisqu'on en a parlé en début de vidéo, il est possible d'utiliser cet objet directement dans notre méthode bonjour. Mais nous avons également une autre erreur pour le moment, et c'est tout à fait normal, puisque pour l'instant, nous n'avons pas retourné une réponse, alors qu'on indique à notre éditeur de code que cette méthode retourne une réponse. Mais c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, et l'erreur va disparaître. À ce stade, nous avons créé une route reliée à une méthode de notre contrôleur. Pour l'instant, cette méthode est vide, mais tout à l'heure, nous allons créer un template Twig avec le formulaire qui permettra à notre utilisateur de transmettre une information que l'on pourra donc récupérer. C'est de cette façon qu'on va manipuler les requêtes en récupérant l'information qui sera envoyée via la méthode post. Pour récupérer l'information du formulaire que nous allons créer tout à l'heure, il faut utiliser request ici, qui est instancié automatiquement comme on l'indique. Donc on l'indique. Maintenant on continue et on va utiliser une méthode dans request qui s'appelle request et ensuite get. Ensuite dans la méthode get, on choisit le nom de notre input que nous allons récupérer, et du coup ici il s'appelle nom car on mettra notre nom dans l'input, le seul input ou champ qu'il y aura dans notre formulaire Twig. En fait, ce que l'on mettra dans l'attribut name de notre champ de notre formulaire correspond à ce que nous mettons ici pour pouvoir le récupérer. Et enfin, on récupère tout ceci dans une variable PHP que nous allons appeler nom. On va maintenant retourner une réponse, qui est en fait notre template Twig que nous allons créer tout à l'heure, et dont le chemin est bonjour/index.html.twig. On va également transférer une information que l'on va récupérer dans certains cas dans notre template,
qui est le nom que l'utilisateur nous a envoyé. Il est temps de créer ce template. Pour cela, on va dans Templates. Ça, vous le savez déjà, puisqu'on a déjà créé des templates à différentes occasions dans les différentes leçons précédentes. Donc on va créer un dossier. On a dit que c'était le dossier Bonjour. Il faut qu'il y ait une correspondance, bien entendu. Et à l'intérieur, on va créer le fichier index.html.twig. Maintenant, je vais créer tout le formulaire directement. Donc c'est du code HTML et du code Twig. Donc voilà, formulaire avec la méthode post. Comme je l'ai dit, on va utiliser juste un champ, un input, dans le name et nom, qui crée une correspondance avec ce que nous avons mis dans notre contrôleur. Ensuite, je vais créer une condition. Si nom existe, on va mettre bonjour nom, ravi de vous voir. Sinon, on ne met pas ce bloc. Je sauvegarde. Je vais maintenant taper bonjour, le chemin bonjour, l'URL bonjour dans mon navigateur. Donc je vais juste réactualiser et vous rappeler, ça ne fonctionne pas, car il n'accepte que la méthode post. Mais là, j'ai besoin également de la méthode get pour initier, pour que mon formulaire puisse apparaître. Donc ici, je vais ajouter la méthode get également. Ainsi, cela va fonctionner. Donc on aurait très bien pu tout effacer également, mais voilà, pour que vous puissiez comprendre cette information méthode que l'on met dans les routes, voilà, je décide de mettre les deux. Donc je réactualise, et là ça fonctionne bien. On voit formulaire de salutation et notre nom. Bien entendu, cette partie n'existe pas, puisque nous n'avons pas de nom ici. Et finalement, lorsque l'on va appuyer sur le bouton dire bonjour, car j'ai oublié de le dire, mais on a ajouté ce bouton, automatiquement, il va envoyer l'information directement dans la même URL. Et c'est de cette façon qu'il pourra récupérer nom, car ici, cette information nom correspond à ce que nous avons mis ici. Ça crée une correspondance, donc il le récupère. Et ensuite, il va l'injecter et va utiliser le même template, qui sera différent, puisqu'ici, on a ajouté une condition. On va tout de suite vérifier. Si je mets ici Lucas et que j'appuie sur dire bonjour, on voit bien que les choses fonctionnent. Et à la place de nom ici, il y a bien Lucas, car nous avons injecté l'information que nous avons récupérée via la requête directement dans notre template à cet endroit-là. Pour bien vérifier qu'il y a vraiment une correspondance entre ça et notre name, on va changer, je vais juste effacer un M, je vais réactualiser, correctement, ou plutôt je vais faire ça, voilà. Si je mets Lucas, encore une fois, et que je mets dire bonjour, il ne se passe rien. En effet, il n'y a pas de correspondance entre ici et ici, par conséquent, il n'arrive pas à l'identifier. Donc je vais remettre un M ici, je réactualise, voilà, en faisant de cette façon. Si je mets marque pour changer, on voit bien que ça fonctionne. Il existe une autre façon de faire pour récupérer les informations via la méthode post ou via un formulaire. C'est d'utiliser request all. Là, on récupère toutes les informations d'un coup, toutes les informations qu'il y a dans notre formulaire. Je vais transférer tout directement dans mon template. Je vais l'appeler de la même façon pour que les choses soient plus claires, bien entendu. OK. Et ici, je vais mettre un dump. Et je vais mettre tout. Voilà. Je vais réactualiser. OK, donc je vais mettre par exemple Marc et dire bonjour. On voit bien ici bonjour Marc, qui correspond à ce bloc-là. Et on voit également ce que dump affiche. Et ce qu'il affiche est un tableau. Voilà. On pourrait ainsi, après, utiliser ce tableau pour afficher quelque chose. Par exemple, il est possible de faire cette façon-là.
ça revient exactement au même. Tout, avec le tableau de nom, non, puisqu'on voit ici que la clé est non. Ok. Et vous allez voir qu'on va voir deux phrases qui sont identiques. Ici avec la méthode 1 et ici avec la méthode 2. Pour conclure cette leçon, nous allons terminer avec l'analyse d'un fichier important dans Symfony. Et ce fichier important est un fichier caché, mais que l'on voit car on utilise un éditeur de code, qui est le fichier .env. env, abréviation de environnement, qui contient des variables d'environnement utilisées par votre application Symfony. À l'intérieur, il y a des variables d'environnement importantes car elles définissent le comportement global de Symfony selon un contexte. Par exemple, app-env. Cette variable indique à Symfony dans quel environnement votre application s'exécute. Vous pouvez mettre dev, comme indiqué ici, qui correspond donc au mode développement. Vous pouvez mettre prod pour le mode production ou test pour le mode test utilisé pour les tests automatisés. Donc nous on met dev car on est en mode production, on est en mode développement, mais lorsque vous envoyez ou déployez votre application directement dans un serveur, il faudra changer ici et mettre en mode prod ou production. Il y a une autre variable juste en dessous, importante, c'est app-secret, qui est utilisé par Symfony pour générer et vérifier des valeurs sécurisées, comme les hashes, tokens, cookies signés, etc. Alors nous verrons ces valeurs sécurisées plus tard. Si elle est vide comme ici, vous pouvez insérer des valeurs aléatoires. Donc ne recopiez pas forcément ce que j'ai mis, utilisez un générateur de chaînes de caractères aléatoires et vous insérez directement. Sachez que cette clé doit être unique pour chaque application. Et elle doit être changée entre les environnements. Lorsque vous déployez en production, cette clé ne doit pas être identique au mode développement. Dans la prochaine leçon qui sera très intéressante, nous allons voir comment utiliser des outils qui sont dans Symfony qui nous permettront de débugger notre application de manière efficace.